Bonjour et bienvenue au 11e épisode du podcast Les Semi-Colons. Mon nom c'est Philippe Bayancourt. Je suis en compagnie de mon ami Nicolas Charette-No. Comment ça va ce matin? Ça va bien, toi? Ça va bien. J'essaie d'avoir d'énergie, tu sais. C'est ça. J'essaie d'avoir d'énergie là, pour... non, on est en période de COVID, en confinement, quoique ça a l'air attiré à sa fin-ish. Là. Ah, du moins, on a commencé à rouvrir l'économie un petit peu. Certaines entreprises... Ouais, ça va faire du bien. Ouais, de On va retour peut-être en pouvoir opération. retourner voir la lueur du soleil. Ouais, on prend des marches, tu sais. Hein? On prend des marches à 2 mètres de distance les uns des autres. Il faut prendre de l'air une fois de temps en temps. Fait que on parle toujours du Clean Code, le livre Clean Code de Bob Martin. On est rendu au chapitre 11. On parle des systèmes. Puis la petite quote là, qui ouvre, la petite citation qui ouvre le chapitre, c'est Complexity kills. It sucks the life out of developers. It makes products difficult to plan, build and test. Alors, la complexité tue. C'est ça? C'est méchant. It sucks, ouais, c'est ça. It sucks the life out of developers. Wow, comment tu traduis? sans être vulgaire. Non. Ouais, ça extirpe, ça tue, finalement. Ça tue la vie des développeurs, même. Et ça rend la planification, la construction et les tests difficiles. C'est essentiellement le centre, là, l'idée centrale de ce chapitre-là. On applique les principes, le principe, là, la philosophie, si on veut, Clean Code, à un plus haut niveau d'abstraction. Puis si on remarque, là, tu as sûrement remarqué ça, dans le livre jusqu'à date, on a commencé à un plus beau niveau d'abstraction en parlant de nos variables, en parlant des fonctions. Là, ensuite, on a parlé des classes. Là, on parle de système complet. Mais toujours avec la philosophie Clean Code. Je trouvais que l'idée était bonne. Là. L'idée était bonne, pardon. Qu'est-ce que tu as pensé de la comparaison qu'il fait? En passant ce chapitre-là, si je ne me trompe pas, l'auteur, c'est pas Uncle Bob, c'est un collaborateur, hein, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Un certain docteur Kevin Dean Wampler. Je ne connais pas, mais bon, c'est un docteur, fait qu'il doit être intelligent. Docteur de quoi? On le sait pas. On le sait pas, ouais, c'est ça. Ouais, il compare un peu, puis je pense que c'est une comparaison qui a été faite souvent, là. La programmation, plus spécifiquement le développement d'un logiciel, à la construction d'une ville. Moi, j'ai souvent vu la comparaison à la construction d'un bâtiment, entre le développement de logiciel et la construction d'un bâtiment. Avec la notion d'architecte puis tout ça. Là. Lui, il va encore plus haut, puis là, il utilise la notion de construire une ville. Il fait certains parallèles. Je trouvais ça intéressant. Qu'est-ce que tu as pensé de cette comparaison-là? Là? Moi, ce que je trouvais le fun de cette comparaison-là, c'est que c'était facile à comprendre parce que, tu sais, quand tu regardes, admettons, la construction d'une maison, bon, OK, il y a différents corps de métier, là, je voudrais pas aller trop dans le détail, mais quand tu recules au niveau d'une ville, les corps de métier sont encore plus différents les uns des autres, tu sais. Tu vas avoir des personnes qui sont spécialisées pour construire des routes. Il y en a d'autres qui vont construire des pylônes électriques. Il y en a d'autres qui vont pas faire les pylônes. Eux, ils vont faire les barrages. Il y en a d'autres qui vont faire, je sais pas moi, le système de lumière. Après ça, tu sais, il y a vraiment comme un paquet de métiers. Puis au final, il y a tellement de métiers que chaque métier peut pas nécessairement comprendre comment les autres métiers fonctionnent, puis comment les autres sous-systèmes fonctionnent. Donc, ils doivent se concentrer vraiment sur le système qui les intéresse. Fait que si moi, je travaille dans les égouts, ben je suis un spécialiste, je connais comment ça fonctionne, mais je serais pas capable d'aller faire la job peut-être d'un plombier dans les maisons pour aller raccorder, tu sais. Fait que c'est vraiment, ça fait en sorte que quand tu compares avec une ville, je trouve ça encore plus facile de comprendre le concept que par rapport à un seul bâtiment.
Oui, l'idée est bonne, je trouve. Puis c'est vraiment comme tu l'as dit un peu, c'est tout plein de systèmes et de sous-systèmes. Puis pour que ça puisse fonctionner, il faut que ces systèmes-là soient suffisamment indépendants Ouais. pour que pour qu'on puisse travailler sur un système sans avoir à comprendre l'ensemble de la chose au complet, là. Comme si moi j'ai besoin d'aller réparer la balançoire dans le parc au coin de la rue principale puis Baudet. Si je suis obligé de savoir que les égouts à l'autre bout de la ville sont timés de, je sais pas, tu sais, c'est ça. Le moins que tu as de dépendance entre les systèmes, le plus c'est facile de travailler et de bâtir et de construire l'ensemble de ton affaire, là. C'est Puis bonne c'est niaiseux à comparaison. dire, mais dans une ville, on dirait que ça fait tout son sens, mais en programmation, trop souvent, j'ai vu justement que pour tasser la balançoire de un pouce vers la droite, ben il fallait changer le système de tuyauterie de la ville, tu sais. Ouais, ouais, non, c'est ça. Fait qu'en partant, je trouve que c'est une bonne analogie, là. Puis au fil de ce chapitre-là, il revient sur cette comparaison-là. Puis lui-même, là, il identifie les places où ce que tu faut que tu arrêtes la comparaison. Là, c'est pas une comparaison qui est parfaite en tout point. Là. Il y a des différences entre bâtir et maintenir un logiciel avec et des systèmes informatiques, puis bâtir une ville. Là. Mais il y a la notion aussi. Attends, je veux juste être sûr que je ne vais pas trop loin dans le chapitre, là. Euh, ouais, c'est ça, il parle des composantes. OK, on va revenir plus tard sur la façon que ça évolue dans le fond, là, un petit peu ça. J'avais vraiment aimé ça, cet aspect-là de la comparaison. Comment est-ce qu'une ville devient une ville, dans le fond, un peu, là. Ouais, ouais. Ouais, Euh, ouais. mais il- Mais OK, le premier intertitre dont on peut parler, c'est Separate Constructing a System from Using It. Donc, séparer la construction d'un système de l'utilisation d'un système. Puis ça, moi, j'ai adoré parce que en plus, ça tombe bien. Le timing est bon là, de discuter de ça dans ma vie, si on veut, parce que j'ai fait beaucoup de lectures sur ce sujet-là dans le dernier mois et demi. Puis au travail aussi, j'ai eu à me questionner puis analyser des choses qui ont rapport avec ça. Essentiellement, si on fait une synthèse un peu de cette section-là, c'est que le code qui construit tes objets dans ton logiciel ou ton système, là, ou en fait, pas dans ton système. En fait, ça devrait être un système en soi. en soi. C'est ça qui est Ouais. l'idée. Fait que façon simple d'expliquer ça, là, c'est que tu devrais avoir un main ou un startup ou un whatever. Puis c'est là où tu fais tes new. C'est là où tu construis tes objets ou qu'il y a le système qui construit tes objets si c'est vraiment complexe. Là. Euh, puis le reste, où tu as ta logique, puis l'interaction entre les instances, puis tout ça, mais il ne devrait pas être au courant de comment les classes sont construites, puis de quelle façon, puis où, puis quand, puis tout ça, en général. En général. Fait que tu as une séparation. Ça revient tout tu sais, on parle souvent des principes solides, là. Fait que tu as le separation of concern. Ben, ça applique ça au niveau des systèmes. C'est pourquoi est-ce que la classe qui est en charge de gérer la paye des employés doit savoir comment construire un objet employé, mettons. Non, Ouais. non, sa job, c'est juste de faire les payes, tu sais. Tu ships ça à quelqu'un d'autre, là, la job de construire des objets employés, puis des objets payroll, puis des objets je sais pas trop quoi, puis service de ci, puis service de ça, puis fait que je trouvais ça, ouais, parce que j'ai lu un autre livre récemment qui parle du dependency injection. J'oublie le titre exact. Il était excellent. Puis vraiment, là, c'est la même idée qui ressort. C'est tu devrais avoir j'oublie le terme qui est utilisé dans ce livre-là. Mais essentiellement, il appelle ça comme la racine de quelque chose root. J'oublie le terme, c'est plate, parce que je pense que c'est assez commun, mais bon, whatever. Mais essentiellement, c'est ça. C'est que tu devrais avoir un endroit centralisé où est-ce que tes instances sont créées, puis tes dépendances sont rassemblées, là. Puis
le reste de l'application dépend de tout ça là, pour ces instances. Je pense qu'en général, quand tu commences à comprendre bien comment la dependency injection fonctionne ou l'inversion de contrôle fonctionne, ça te force à créer un certain niveau d'abstraction. En fait, c'est que pour être capable de faire du dependency injection, il y a une méthodologie qui te force l'abstraction. Fait que quand tu commences à bien comprendre ça, t'as comme pas bien le choix d'inverser l'endroit où les objets sont créés de l'endroit où les objets sont utilisés. Moi, j'avais noté, quand j'ai lu le chapitre, j'avais noté un bout que j'avais bien aimé, il disait « Startup process is a very different thing than using it ». Je ne me rappelle plus exactement où ou si c'est la syntaxe exacte qui est utilisée, mais ce que je trouvais le fun, c'était que quand j'ai lu ça, je me suis dit, mon Dieu, c'est ben trop vrai. C'est lui, l'exemple qu'il donnait, c'était la création d'un hôtel ou quelque chose comme ça. Il dit, OK, pendant la création de l'hôtel, il y a des gens qui se promènent dans l'hôtel. Il y a un décor. Tout est là, mais le décor, c'est un décor de construction. Les gens qui se promènent, ils ont des casques avec des uniformes. C'est comme, ils sont pas habillés pareil, ils font pas le même genre d'activité, mais c'est quand même des gens qui se promènent dans le bâtiment. Puis quand ça va faire 3, 4, 5 mois que la bâtisse est faite, puis que là, ils ont posé les tapis, ils ont posé les lits dans les chambres, qu'ils ont mis les petites serrures pour rentrer, etc. Ben, t'as encore des gens qui habitent dans l'hôtel, mais cette fois-ci, ils n'ont plus des casques et des uniformes. Maintenant, c'est des gens qui se reposent, c'est des personnes qui s'assurent que le séjour il est agréable, etc. Je trouvais que l'exemple était tellement explicite de dire, hey, tu as le même objet, mais il y en a un qui est en construction, puis il y en a un autre qui est en utilisation. Puis dans les deux contextes, c'est pas les mêmes objectifs qui sont recherchés. Il y en a un probablement en construction, ça serait de dire que l'objectif recherché, c'est la sécurité, c'est d'être efficace pendant qu'on construit les choses, qu'ils soient modulaires, etc. Puis de l'autre côté, ben pendant que tu es en train de l'utiliser, tu te poses même pas ces questions-là. Là. Tu sais, quand t'es couché dans ta chambre d'hôtel, t'es pas en train de te dire « Aïe, c'est bien construit ici! » Oh, oui. Peut-être si c'est des belles poutres de bois, tout ça, ça peut être un peu... Mais tu sais, à part ça... Ouais. Ou encore pire, tu dis, hey, il me semble que ça serait mieux si je rajoutais telle chose. Fait que là, tu t'en vas, puis tu cherches un marteau, puis tu commences à... C'est niaiseux, ça va faire un mois et quelques que j'ai lu ce chapitre-là, puis j'ai déjà changé un peu mon discours quand je parle avec des clients, justement parce que souvent, ils mélangent, même les clients mélangent, quand on signe le contrat initial, ils mélangent la phase de création de l'application avec la phase de maintenance de l'application. Puis après ça, t'es comme, OK, je comprends que c'est juste du développement puis qu'au final, c'est les mêmes gars qui vont taper sur leur clavier pour faire du code. Mais la réalité, c'est que pour partir de rien puis avoir une app qui existe, on est en mode création. Fait qu'il faut un plan d'architecte, il faut avoir des gens qui analysent des sous-systèmes avant de les construire, s'assurer qu'ils vont tous se parler ensemble, etc. Puis là, après ça, quand on part, on développe. Mais quand ça va être terminé, ça, c'est plus le même genre de sprint qu'on fait après. C'est plus le même genre de phase de développement. C'est peut-être les mêmes développeurs, mais on tombe dans un mode où chaque personne qui va travailler va probablement perdre de plus en plus la vue d'ensemble, puis va être de plus en plus boxé dans des morceaux ou des sous-systèmes très précis. Puis si on a mal fait notre job de construction, watch out la maintenance. Oui, c'est un super bon point, effectivement. Ouais. Puis c'est pas toujours... c'est un réel défi de faire comprendre ça aux clients, mais pas seulement aux clients. Mais je trouve que pour moi, je le répète souvent, puis
je pense qu'à chaque chapitre, je dis que c'est mon préféré, là, mais c'est parce que à chaque fois, il recule d'un niveau d'abstraction, puis moi, j'aime beaucoup avoir une vue d'ensemble, puis qu'à chaque fois qu'il recule, j'aime un peu plus ça. Mais, mais pour vrai, ça me fait un shift de vraiment tracer une ligne puis dire la création ou le startup process, c'est quelque chose de différent de l'utilisation par la suite. OK. Fait que là, on va jaser de l'application pratique avec un focus sur ce que j'ai eu à explorer un peu dans les dernières semaines. Dans le livre, comme tu viens de le dire, clairement, il explique que tu devrais avoir ton main, startup, whatever, qui est séparé du reste de l'application, puis c'est là où tu construis tes objets, habituellement. Il peut y avoir des exceptions, naturellement, là, mais en général. Mais il dit, OK, fait que ça veut dire que tes services, finalement, toutes tes classes devraient être construites à l'extérieur de des classes comme telles qu'ils utilisent, là, puis de la logique, puis tout ça. Fait que ça, c'est bien en pratique. Mais des fois, on se retrouve à travailler dans des frameworks qui rendent peut-être pas ça facile, nécessairement. Il y a d'autres situations où est-ce que, comme il dit, parfois, il faut que ce soit l'application qui soit responsable de quand un objet va être créé. Tu n'as pas le luxe de le créer. Parce que si tu fais ça, puis tu mets toute ta création dans le main avant que l'application commence à travailler, si on veut. On peut loader longtemps. Ben, il y a ça, effectivement, là. Quoique avec des outils comme des dependency injection container, puis tout ça, il y a des. Puis même en fait, tu peux même t'en bâtir un relativement facile. C'est une application qui est simple, là, qui va faire la job de te donner ce que tu as de besoin puis de le créer juste quand tu le demandes, si on veut. Là. Mais bon, je mets ça de côté 2 secondes. Là. Qu'est-ce qui arrive quand tu travailles dans un framework? Comme là, présentement, pour la première fois, je travaille dans Flutter. Sur le langage Dart. Super cool. Mais l'architecture de ce framework-là fait que c'est un framework UI d'un, là, fait que c'est un petit peu peut-être différent d'autres types de frameworks. Essentiellement, pour updater les parties d'écran, il faut reconstruire les objets qui représentent ces parties de l'écran-là, qui ont la responsabilité de gérer l'affichage de cette partie de l'écran-là. Puis c'est tout un système dans le framework qui fait que tu t'en sors pas. Il faut que tu reconstruises. Il faut qu'il y ait un new qui se fasse là, essentiellement sur quoique pas obligatoirement. Puis c'est là où je trouve que le livre est intéressant. Puis j'avais pas vraiment pensé à ça quand j'essayais de trouver un moyen de pouvoir justement pas mélanger la création de mes objets à travers l'application complète, parce que c'est ce que Flutter comme il est fait d'une façon qui t'encourage à faire ça, dans le fond. Mais il parle dans le livre des factories. Si tu es dans une situation où, OK, il faut que l'application elle choisisse quand est-ce qu'elle construit un nouvel objet. Tu as le concept des widgets là, en Flutter. La plupart des gens qui nous écoutent peut-être connaissent pas ça, mais il faut que tu recrées des instances de widgets dans l'application. Quoique là, on en reparlera plus tard, là, mais il y a peut-être la moyen d'utiliser les mêmes instances, mais en tout cas, ça devient peut-être plus compliqué pour rien. Là. Ouais, genre, là, tu sais, mais bon. Mais déjà, avec le concept des Abstract Factory, tu te rapproches un peu plus de l'idéal de séparation de responsabilité. Là. Fait que ça veut dire que tu pourrais, plutôt qu'avoir ton widget de plus haut niveau, là, parce que c'est un peu un système de composite. Là, c'est des widgets dans des widgets dans des widgets, des sections d'écran dans des sections d'écran dans des sections d'écran, là, comme tu as dans plusieurs frameworks UI. Mais ça veut dire que les sections d'écran plus haut, la façon que Flutter est faite, ils doivent construire eux-mêmes les sections d'écran qui sont à l'intérieur là, d'eux autres, leurs enfants, si on veut. Puis ça va contre l'idée de ce qu'on est en train d'avoir. Ils sont au courant de la façon de construire
des objets dans leur application. T'sais. Mais peut-être que ce serait possible de leur passer à la place un abstract factory, hein, ouais. Puis que toute la logique de construction de ces sous-composantes-là sont dans le abstract factory ou des abstract factory. Mais là, le widget, il faut que tu sois en contrôle de dire, OK, là, c'est le temps de le rebâtir. Puis tu peux passer des paramètres aussi à ton constructeur là, dans ton Abstract Factory. Fait qu'il y aurait quand même moyen de passer les nouvelles informations, le data qui a changé, pour que la partie de vue soit construite correctement. Mais tu n'aurais pas besoin de faire un new, puis puis de comprendre comment est-ce que l'objet est créé, puis tout ça. Tu utiliserais l'Abstract Factory. J'ai pas pensé entièrement là, à cette solution-là. Il y a peut-être des affaires qui feraient que ça fonctionnerait vraiment pas. Mais c'est une solution proposée, en tout cas, dans le livre, d'utiliser des Abstract Factory quand vraiment tu as besoin de ça. Ça revient pas mal à ça. Tu sais, quand, mettons, t'as ton DI, il y a deux cas. Il y a le cas où la création est pas dépendante d'arguments, puis tu as des cas où la création est dépendante de certains arguments. Fait que si c'est pas dépendant d'arguments, c'est juste un new vide, là, par exemple. À ce moment-là, je pense que c'est la forme la plus simple de DI où tu dis, bon, ben, telle interface est implémentée par telle classe. Puis, à un moment donné, dans l'app, là, je vais te demander de me donner un I quelque chose, I service, puis tu vas me retourner la version concrète. Déjà, en partant, c'est une cloche qui me sonne juste en disant ça, c'est que ça va être pas mal plus facile à unit tester. Oui, puis, l'autre chose aussi, c'est que la personne qui l'utilise, il voit ça un peu comme un god. Là. C'est comme, hey, tu me donneras ça. Là. Je sais pas d'où ça arrive, mais ça tombe du ciel. C'est ça. Puis quand je le reçois, ben je sais qu'il est supposé d'être dans l'état fonctionnel pour l'utilisation. Puis après ça, il y a l'autre cas où j'ai besoin d'arguments, j'ai besoin de savoir peut-être ce que l'utilisateur a sélectionné à l'écran, certaines valeurs ou peu importe qui sont en lien avec le contexte dans lequel je suis. Puis à ce moment-là, je vais plutôt demander de recevoir un factory au lieu de recevoir un service, peu importe. Quand je vais recevoir mon factory, je pourrais dire, OK, ben factory.create, voici les 3-4 paramètres spéciaux que j'ai besoin. Puis j'ai encore une fois, le factory va me sortir de là le résultat final, le produit fini de l'usine avec les paramètres que j'ai demandé. Puis là, je suis prêt à l'utiliser. J'ai pas de besoin, quand je commande un iPad chez Apple, d'aller dans l'usine pour moi-même souder les morceaux. Là. Je reçois un iPad, il est fonctionnel quand je le reçois. Ouais. À la sortie de l'usine ou à la sortie du factory, j'ai pas eu d'autres opérations à faire dessus pour le retravailler. Ouais. Fait que moi, le Abstract Factory, je pense que je l'utilise pas assez souvent. Mais en théorie, puis surtout quand on lit ce chapitre-là, ça fait encore plus tout son sens. Ouais. C'est sûr que c'est un petit peu plus complexe, l'Abstract Factory, que juste un Factory Method, là, que ça, on utilise, je pense, même si on connaît pas nécessairement le nom de... Ben, juste en utilisant le OO, on dirait que ça vient un peu par défaut, là, si tu veux. C'est ça. C'est une façon facile de respecter certains principes solides puis tout ça, mais ouais, ça c'est comme une étape au-dessus là, qui ajoute un petit peu plus de complexité, mais qui permet de maintenir une plus grosse indépendance entre les différents systèmes puis les responsabilités. On a parlé pas mal du dependency injection, injection de dépendance, là, qui était le prochain sous-titre si on y va en ordre. Fait qu'on peut peut-être passer, si tu es d'accord, tout de suite à la notion de scaling up. Comment traduirais-tu scaling up? Agrandir? Non. Ouais. La croissance peut-être, la hein? Croissance, prendre l'ampleur, là. Ouais. Ouais, c'est ça, grandir. Ouais. Tu sais, dans le contexte d'une application, c'est que ton application devient plus, tu ajoutes des systèmes, elle grandit, il y a plus de lignes de code, il y a plus de fonctionnalités, toutes ces notions-là sont mises ensemble. Puis là, il revient dans le chapitre à l'exemple de la ville. Puis comment est-ce que c'est vrai, puis on n'y pense pas toujours, ça, surtout si on est plus jeune.
Mais quand on Et des parle fois, avec nos aînés, ça évolue pas à peu près, là, beaucoup, une Ah ville. Puis à part quand il y a des problèmes économiques, généralement, ça grossit, ça grandit. Si on a vécu plusieurs décennies dans une ville, on le constate là, quand on ouais. pense au passé. Physiquement, ça paraît. Ouais. Oui, absolument. Puis là, Les si tu boulevards à remontes, 2 voies deviennent 3 voies, oui, c'est ça. Puis le des concept quartiers est, de... ouais, oui, excuse-moi, c'est ça, exactement. Puis le concept est facile à comprendre si tu remontes dans l'histoire. Là. On parle de, mettons, euh, milliers plusieurs d'années, siècles, centaines admettons. d'années. Là, tu Ouais. sais, oui, c'est sûr que si on vit dans une ville, par exemple en Europe, le phénomène doit être un petit peu plus difficile à déceler pour les gens. Parce que il y a des grandes villes que ça fait des centaines et des centaines d'années que c'est des grandes villes. Naturellement, les vieux bâtiments sont parfois détruits puis font place à des nouveaux bâtiments, mais en termes de la place que la ville occupe, je suis certain que ça doit quand même progresser, mais rien comparé à la croissance que l'Amérique du Nord a vécue avec la colonisation et tout ça. Tu sais, si on prend la ville de Montréal, on peut facilement voir des cartes de la ville d'il y a 200 ans. Puis Ouais. versus ce qu'il y a là aujourd'hui, c'est incroyable. Alors, ce que l'auteur explique, c'est que cette croissance-là, ça se fait pas sans certaines douleurs euh, et certains désagréments. Ah, puis c'est ça, là, il parle de l'exemple, tu sais, les villes, ça commence, c'est un village dans le fond, là, c'est une Ouais. agglomération de quelques petits bâtiments, des gens qui décident de vivre ensemble, de mettre leurs ressources ensemble. Puis bon, si ça s'est fait il y a longtemps, mais c'était probablement dans des petites cabanes en bois, là, Ouais. tu sais, c'était très simple. Les routes, c'était de la boue, c'était de Ouais. la terre, c'était pas pavé, c'était bon, tu sais, mais avec le temps, les routes s'agrandissent, ils se pavent, les bâtiments grossissent, il y a plus de bâtiments, il y a plus de routes, etc. Mais pendant un certain temps, comme ça grossit, c'est désagréable parce que bon, admettons, il se rajoute des habitants, des commerces dans ton village, là, mais les routes sont encore faites pour quand vous étiez 30. Là. Ben Ouais. là, il y a du trafic, il y a de la congestion, puis ça devient agaçant. Fait que là, éventuellement, il y a un projet, on agrandit les routes. Bon, merveilleux, mais là, ça continue de grandir. Fait que c'est un peu ce processus-là qu'il décrit. Puis, il explique que c'est un peu la même chose dans nos systèmes informatiques. Puis, le point, je pense, important, c'est que c'est une bonne chose que ça fonctionne comme ça. Parce que l'inverse, c'est de construire immédiatement en pensant à l'ultime croissance que tu vas peut-être avoir. Alors, ça ferait aucun sens. Puis c'est drôle parce qu'on a tendance à faire ça dans les systèmes informatisés. Là, Beaucoup. on est Ouais. des gros architectes, là, puis okay, je vais avoir besoin de ci, je vais avoir besoin de ça, ça va se parler, ça va se connecter de telle façon. OK, ça va me prendre tel service. Ah là, je devrais-tu faire des microservices? OK, quelle sorte Ah, d'infrastructure? ce bout-là, je vais le rendre ultra générique. On va pouvoir l'utiliser partout. Exactement, tu sais, les abstractions à pu finir dès le début. Puis là, tu te retrouves avec un monstre. Puis c'est de l'overkill, comme on dit en anglais. C'est beaucoup trop là, pour les besoins immédiats, ce qui fait que ça a coûté très, très cher On en est temps. 30, Puis on est 30 dans le village, mais on va tout de suite se faire un métro. un gros autoroute puis un métro. Oui, c'est ça. Ça va aller d'ici Un aéroport. à l'aéroport. Mais c'est vrai, c'est complètement ridicule quand on y pense, tu sais, dans le contexte de la ville ou du village. Ouais. On n'imaginerait jamais faire ça. Mais pourtant, on est souvent victime de ce genre de pensée-là quand ça en vient à bâtir nos systèmes informatisés. Pourquoi, je ne sais pas exactement, mais, euh, mais c'est un problème. Ouais, non, vraiment. Puis un des c'est une réflexion que j'ai à l'instant. Là. J'ai pas pensé, fait que ça se peut que ça sorte bizarre, mais euh, ce qui arrive, c'est que peut-être dans une ville, une des choses qui arrive, c'est que justement, c'est tellement les mécaniques physiques sont tellement différents d'un sous-système à l'autre que tu es obligé d'avoir des personnes qui viennent spécialiser dans certains morceaux de la ville.
Donc, ça demande une certaine coordination pour y aller étape par étape puis monter tout ça. Versus en programmation, c'est le même individu qui peut avoir, il est autant capable de travailler dans le sous-système A que dans le sous-système B, que dans le système C. Je parle en général, là, tu sais, des fois, ça peut arriver qu'il y a des systèmes qui demandent des algorithmes très complexes. Là, c'est seulement certaines personnes qui peuvent aller travailler dans une section, mais règle générale, là, dans des applications relativement simples de gestion où on travaille avec des concepts d'affaires, la plupart du temps, n'importe quel des développeurs dans l'équipe pourrait aller travailler dans n'importe quelle partie. Puis là, ça fait peut-être justement en sorte que nos réflexions vont plus larges que juste le sous-système qu'on a à s'occuper, tu sais. Fait que c'est peut-être un avantage et un inconvénient, je pense, à l'informatique, à la programmation. Si je fais un peu une synthèse de ce que tu viens de dire, c'est que c'est plus facile de construire en programmation que dans le monde physique. Alors, ça devient plus facile d'en faire trop, si on veut. C'est moins coûteux ou c'est moins évident. Le coût est moins rapidement évident parce que tu peux rajouter des petits morceaux ici comme ça. Tandis que si tu planifies d'agrandir une route, ben là, t'as pas le choix. C'est le bordel. Pardonnez-moi l'expression, mais parce que, bon, on doit bloquer la route, alors elle peut plus être utilisée par les citoyens pendant ce temps-là. Et puis là, il faut tout détruire ce qu'il y avait sur place, probablement, ou une bonne partie, agrandir, repaver, etc., etc. Là. Alors, c'est beaucoup plus complexe de rajouter, de grandir les infrastructures physiques que ce l'est généralement dans le monde de l'informatique, ce qui fait que peut-être on tombe un peu trop facilement. Non, je vais rajouter ci, je vais rajouter ça, puis là, ça grossit. Mais c'est un bon avantage en même temps, parce que si on est discipliné, c'est possible de croître avec moins de douleur que ce l'est dans le monde physique. C'est moins d'inconvénients, un petit peu plus facile. Puis, ça fait que ça nécessite moins de grosses planifications aussi. Parce que tu n'as pas le choix là, quand tu construis ou tu développes une ville, puis là, tu planifies le développement d'un quartier. Il faut que tu le planifies comme il faut parce que les coûts sont énormes. Tu peux pas faire comme ouais, finalement, j'aurais aimé mieux si la route passait dans l'autre sens, à l'autre endroit. Puis bon, rase-moi tous les buildings qu'on a construits, défais la route qu'on avait fait, on change ça de place. Non, oublie ça, là, ça se fait pas. En tout cas, très, très, très difficile. Là. Moi, je vois l'image de l'urbaniste qui est à côté du gars de la construction. Il tape sur l'épaule, tu sais. Non, finalement, j'ai changé d'idée. Fais ça à gauche. Ouais, non, puis, oui, de un, en plus, de deux, les citoyens, hein, c'est ça l'affaire. Là. Alors, ça fonctionnait peut-être un peu plus, je sais pas, là, en Union soviétique dans les années 50 avec Staline, quand lui décidait qu'on changeait le village de côté, puis la route, ça se faisait, tu sais, mais dans un monde démocratique, c'est plutôt difficile à faire des gros changements d'urbanisme comme ça. Là. Ça fait que tu as vraiment besoin de planifier à l'avance, puis vraiment bien penser à ton affaire. Tandis que dans le monde de l'informatique, la planification est quand même importante, mais tu n'es peut-être pas obligé d'avoir une vision aussi lointaine de ce qui va arriver, de ce qui va devenir, et te concentrer sur les besoins à court terme, ce que ça prend comme infrastructure, comme architecture, comme système pour avoir et combler tes besoins immédiats et à court terme, développer ça, puis là, par la suite, on verra. Tu sais, ça progressera comme ça progressera, puis on fera les changements qu'on a besoin de faire par la suite. Je pense que c'est difficile, ça, pour... excuse, vas-y. Oui, ce que j'allais dire, c'est que je pense que c'est difficile pour plusieurs programmeurs, dû au type de personnalité que plusieurs ont, là, naturellement, sans tout nous mettre dans le même bateau. On a souvent un esprit un peu plus cartésien. On aime l'optimisation. Hein? Si on peut faire quelque chose dans le minimum d'efforts, puis que ça soit le plus rapide possible. Fait que notre esprit, naturellement, est porté un peu vers, je pense, pour la plupart d'entre nous, la planification, parce qu'on se dit, là, je veux pas faire du travail pour rien. Si je développe ça de cette façon-là aujourd'hui, mais que je pense me rendre à tel endroit dans un futur moyen, lointain, tout ce que je suis en train de faire là, je vais être obligé de le changer complètement plus tard. Fait que je suis aussi bien tout de suite de le faire comme que je pense. Ouais, on peut tomber rapidement là-dedans parce qu'on se dit, OK, dans 30 ans,
Si ça se passe comme je pense que ça va se passer, mon effort va avoir été optimal. L'affaire, c'est que ça arrive pas tout le temps comme on pense. Fait que ça sert à rien de planifier si loin que ça. Faut garder un horizon un peu plus... Puis je m'appelle plus si c'est dans ce chapitre-là qui en parle, mais il dit même si on compare tout à une ville, il faut pas oublier non plus que la programmation ou l'informatique a ses propres règles de physique. Des règles de physique qui est pas de la gravité, qui est pas des masses, mais qui est vraiment du code, qui est des signaux, des concepts ou peu importe. Puis ça fait en sorte que on n'a pas de besoin d'agir, même si on compare à une ville, on n'a pas nécessairement besoin d'agir comme la planification d'une ville parce que les impacts sont pas aussi majeurs sur les rénovations, si on peut dire ça comme ça. Oui, les agrandissements, les rénovations, la maintenance, etc. Là, c'est pas aussi coûteux, puis, disons. Je pense que, tu sais, quand tu construis, mettons, un gratte-ciel au centre-ville, là, on s'entend-tu que sa hauteur, sa largeur ou le nombre de garages qu'il y a en dessous, tu dois le choisir avant de commencer. Parce qu'une fois que ta bâtisse est construite, ajouter un autre étage de garage ou ajouter 8 étages au-dessus ou l'élargir, c'est pas mal dans l'ordre de l'impossible. c'est comme fais un autre bâtisse à côté si tu veux. Mais... oui, parce que ça se fait, tu sais, techniquement, ça se fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que techniquement, du point de vue de la technique, c'est possible de faire quelque chose comme ça. Mais les coûts sont exorbitants, donc ça vaut jamais la peine de le faire. C'est comme tu as dit, c'est plus économique. Est-ce que c'est dans l'ordre de bâtir à côté. possible? Oui, c'est possible. Tu sais, si quelqu'un dit, je pourrais-tu acheter 20 étages sur mon gratte-ciel? La réponse est oui. Tu sais, maintenant, es-tu prête à t'embarquer là-dedans parce que check-base qui s'en vient, tu sais? Je pense que en programmation, c'est toujours possible d'ajouter 8 étages au-dessus si tu veux, là, tu sais. Il va y avoir des impacts, il va y avoir de l'analyse, etc., mais elle sera pas aussi exorbitante que dans le monde physique réel, là, où on parle de gravité, etc. Fait que c'est... Puis, une des citations qu'il donne, puis je pense qu'elle est pas loin, en tout cas je la vois pas rapidement, mais il dit que it's a myth that system can get right first time. Je l'avais écrit sur ma feuille. Je l'ai sous les yeux si tu veux que je la lise, ce petit paragraphe-là. It is a myth that we can get systems right the first time. Instead, we should implement only today's stories, then refactor and expand the system to implement new stories tomorrow. Exact. Fait que dans le fond, moi j'avais adoré cette phrase-là, ce passage-là, parce que puis je pense qu'on le vit un petit peu parfois à Bamboosoft. Ouais, puis pas seulement à Bamboosoft, je suis pas mal sûr. Je pense à un paquet de compagnies aussi, mais il y a comme une vibe avec la clientèle qui connaît pas notre domaine, qui connaît pas notre physique, justement. Qui s'installe ou même un chargé de projet qui travaille pour nous, qui va communiquer avec le client, va se faire emporter dans la vibe du client il faut penser à tout avant de commencer. Mm-hmm. Puis il faut savoir tous les morceaux avant de commencer. Puis il faut créer l'architecture complète puis pas complète globale, là, pas l'architecture complète de haut niveau, l'architecture complète deep down, là, le plus creux qu'on est capable d'aller jusqu'à comment les modèles d'objets vont être créés. Mm-hmm. Puis là, après ça, il faut faire la soumission parfaite, qu'il n'y aura aucun ajustement à faire. La réalité, c'est que c'est pas ça qu'il faut faire. La réalité, c'est qu'il faut faire comprendre que aux clients, puis le client qui soit interne, externe, peu importe, on s'en fout, là, c'est qui le client, mais le client doit comprendre que ça sera impossible de faire le système parfait dès le départ. On est en train de, tu sais, monter un gratte-ciel, on en a peut-être créé 10 000 dans le passé.
l'application que tu es en train de me demander, la raison pourquoi tu me demandes de la programmer, c'est parce que tu n'as pas trouvé une autre application qui faisait ce que tu avais besoin. Mm-hmm. Donc, on est en train de créer quelque chose from scratch. Ça veut dire que et toi, monsieur client, et moi, celui qui développe le produit, les deux, on s'embarque dans un processus où on ne sait pas ce qu'on s'apprête à faire. On sait les objectifs qu'on veut remplir, mais on ne sait pas ce qu'on s'apprête à faire. Donc, il y a un aspect de nouveauté qui fait en sorte que ça va être impossible de penser à tout dès le départ. Puis si on s'imprègne de cette mentalité-là, puis qu'on part avec l'idée qu'on ne pourra pas penser à tout, ben là, ça devient pas mal moins stressant et pour le client et pour le développeur. On est capable de bâtir, puis si on maintient nos niveaux d'abstraction comme il faut, qu'on fait notre dépendance de notre inversion de dépendance, comme il faut, ben on va être capable d'avancer petit morceau par petit morceau sans tomber dans une architecture chaotique où on n'est plus capable de progresser. Ouais. Contrairement à peut-être le monde physique où c'est mieux d'avoir analysé le terrain, d'avoir préparé le terrain, puis fait les plans, puis etc. avant de faire travailler des bras. Dans le cas de l'informatique, on a une physique qui nous permet de faire une partie de la planification d'avance sans penser à tout, puis d'en faire une partie pendant qu'on est en train d'avancer, sans non plus avoir non plus le client assis sa chaise à côté puis nous dire chaque action, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Ouais, c'est de très bons points. Tu vois, tu m'as fait penser à quelque chose pendant que tu parlais de l'aspect de nouveauté. Puis c'est pour ça que c'est difficile de faire de la planification puis de pouvoir dire exactement de quoi on va avoir besoin en termes de système, donc en termes d'heures de développement, donc en termes de coûts. Finalement, parce que c'est toujours ça que les clients veulent, qu'ils soient internes ou externes, c'est toujours ça qui va savoir. Combien ça va me coûter pour avoir mon produit fini, là? Mais c'est vraiment intéressant parce que j'y avais jamais pensé exactement de la façon que tu l'as décrit. Si tu viens me voir là avec ton besoin de logiciel, c'est parce qu'il n'y a pas déjà un logiciel qui fait ce que tu veux. Si c'était le cas, tu aurais acheté celui-là. Tu as tout à fait raison. Puis c'est sûr qu'il y a certaines similitudes des fois entre les logiciels, mais si tu es venu me voir pour me faire quelque chose de nouveau, puis pas seulement un plugin, c'est qu'il y a quand même pas mal de différences entre ce qu'il y a d'offert sur le marché, puis ce que je m'apprête à bâtir. Tu sais. Fait que ça, c'est vraiment intéressant parce que, en tout cas, ça explique bien pourquoi on se retrouve dans les situations où pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas des fois là à estimer puis à dire puis comment ça pourtant puis parce que oui, tu sais, si c'était juste une question de moi je veux que ça fasse ça, c'est déjà sur le marché, tout ce que j'ai besoin c'est que mon logo soit là, ben il y en a, tu sais, il y a déjà ces solutions là, hein, les CMS puis ces choses-là. Puis c'est pour ça qu'eux autres ils arrivent à faire relativement des soumissions qui sont assez. Ils savent, ça leur prend tant de temps pour faire de quoi d'un peu custom pour un client, ça coûte tant, puis c'est ça, puis ils peuvent faire, puis généralement ils s'en tiennent à ça. Mais quand tu fais une application, une vraie application, un vrai logiciel, puis que tu pars de zéro ou de certaines peut-être bases, là, des frameworks puis tout ça, mais que tu es obligé de développer beaucoup de choses custom, comme tu as dit là, un peu, là. Ben là, ça devient pas nécessairement facile là, de prévoir et de planifier, puis de. Je dirais même que c'est à la limite impossible parce que même si, mettons, on essaye de découper les morceaux qu'on connaît. Mettons, on dit, OK, le login, on l'a déjà fait, bon, setuper la BD, faire tout le système de sécurité avec les policies, etc. Bon, OK. Même si on réussit à cerner les morceaux qui sont similaires aux autres applications qu'on a faites, on a peut-être décortiqué le header, puis le footer, l'entête, puis le bas de page, on l'a cerné, mais le milieu, là, il y a tout le temps un milieu à ça. Là. D'accord, ce milieu-là, il est différent, sinon je ferais pas des applications. C'est ça, oui, exactement. Puis c'est souvent ce qu'il y a de plus complexe. Le reste qui tourne autour du centre de notre application, du core de notre application, ben oui, ça généralement, on puis peut... Même, je vais aller un peu plus loin, je vais même demander du challenge. Parce que si j'ai un client qui vient me voir
puis qu'il me propose de faire quelque chose de trop similaire à quelque chose, je vais même le challenger parce que je vais dire, il est où le retour sur investissement? Si je te dis que pour 15 par mois, tu as une licence pour un logiciel existant, puis que tu n'as pas ton logo dedans, est-ce que ça vaut vraiment 30, 40, 50, 60 000 pour avoir ton logo dedans? Ouais, c'est un bon point. C'est honnête que tu fasses ça parce qu'il y a plusieurs personnes peu scrupuleuses qui feraient oui, sachant très bien qu'il y a des solutions T'es déjà. prêt à le payer, pas de problème, on Ouais, va le c'est faire. ça. Non, à la limite, même je vais aller plus loin. C'est ce que tu me proposes, c'est abrutissant. Je vais soumettre ça à mon équipe de développement, ils vont s'ennuyer, ils vont regarder un autre système que tu veux qu'on copie, puis on va juste comme reproduire. On comprendra même pas pourquoi on le fait. Ouais. Il y a un manque de valeur beaucoup trop élevé pour que je puisse t'offrir mes services. Même si moi, mettons, j'aurais un intérêt peut-être financier par rapport à ça, oublie pas que derrière ça, j'ai des développeurs, c'est des humains, puis il faut... Tu vas tuer ta main-d'œuvre. C'est ça, je vais tuer mes propres gars, là, je vais les perdre, ils vont être tannés de travailler pour nous parce qu'on fait pas quelque chose d'intéressant. Fait que je vais demander constamment à mes clients de me challenger, de nous faire des choses nouvelles qu'on n'a jamais faites, puis en faisant ça, ça fait en sorte que la planification vient pas impossible, mais plus difficile. Donc, c'est plus facile d'y aller par petits morceaux puis de garder nos niveaux d'abstraction super solides. Comme ça fait en sorte qu'on est capable de progresser puis de faire une analyse par phase au lieu de faire une analyse complète de tout le système au grand complet. Ouais. Malgré qu'il faut quand même... le client va toujours vouloir savoir ou au moins avoir une bonne idée de combien ça peut y coûter au total, là, mais tant qu'il comprend que c'est une tranche qu'on lui donne. Tu sais, des fois, c'est... tout le temps comme je te dis, là, ce chapitre-là m'a vraiment interpellé, surtout avec une des premières choses qu'on a dit tantôt, qui est le processus de création ou de construction est vraiment différent du processus d'utilisation. Puis même pour quand tu dis OK, le client il veut savoir le prix, ben je peux lui donner le prix de création, c'est tout. Je peux pas lui donner le prix de maintenance, je sais pas les nouveaux besoins qu'il va avoir de besoin dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Par contre, s'il l'utilise beaucoup, probablement qu'il va avoir beaucoup de besoins qui vont revenir d'ajustement. S'il l'utilise pas beaucoup, il y aura probablement pas beaucoup de feedback, voire il va peut-être même dans 5-6 ans, peut-être même abandonner le projet parce qu'il est pas comme il s'attendait. Fait que pour moi, quand je vois qu'un client revient avec des demandes de changement, puis qu'il en veut plus, puis il y a plus de besoins, puis qu'il en veut plus, c'est en quelque sorte une gage de succès. Ça veut dire que il l'utilise. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, effectivement. Il ne faut pas voir ça comme un échec, qu'on n'a pas pensé à tout au début. Au contraire, s'il nous demande des changements, c'est parce qu'il apprécie ce qu'on a fait au début, mais maintenant, ses besoins ont évolué. Oui, c'est trouver des nouveaux besoins qu'il ne savait pas qu'il y avait. Puis là, à cause que l'application fonctionne bien à la base, là, puis ça lui a permis de découvrir de meilleures façons de faire les choses. Puis là, il revient avec des idées. Hey, là, en utilisant l'application, je me suis rendu compte que ça serait génial si on faisait ça de telle façon. Es-tu capable de me changer ça? Puis ça, c'est agréable, ces gens-là. T'aurais pas pensé à ça au début parce que non, quand tu faisais ça au crayon, là, ça. Ouais. Exact. Mais si on revient un petit peu à notre chapitre, la prochaine section parle des cross-cutting concerns. J'ai aucune idée de comment traduire ça en français. Il y a sûrement Google pour nous le dire, là, mais. Cross-cutting, c'est les entremêlés. Ouais, c'est les systèmes, dans le fond, qui touchent à tout. Tu sais, un exemple de ça, c'est comme, mettons, le logging. Si on a besoin d'avoir des rapports là, de ce qui se passe dans notre application, est-ce que ça veut dire qu'il faut dans chaque classe de toute l'application aller faire un console.log ou bon, tu comprends l'idée, c'est pas la bonne façon de faire là, dans une application d'envergure. Alors, comment tu deals avec ces choses-là? Hein? Ces genres de responsabilités-là, de fonctionnalités-là qui touche à l'ensemble de notre application, de tous les composantes, les systèmes, les modules, ou du moins peut-être pas tout, mais un gros montant, là, beaucoup.
Alors, il parle beaucoup de ça dans le contexte du langage de programmation Java et de ses frameworks. Mais si on essayait peut-être là, d'abstraire Java de la discussion. Abstraire Java. Ouais, ça pourrait être intéressant. De Ça va un, on être travaille High pas Programming énormément dans Language. Java, nous autres. Puis bon, les auditeurs, je ne sais pas non plus, mais moi, en plus, c'est intéressant parce que, comme je te disais, le livre que je viens de lire là, il y a quelques semaines sur le Dependency Injection parle justement de ça, des cross-cutting concerns, et aussi de l'autre sujet là, qui vient souvent avec ça, le AOP, le Aspect Oriented Programming. Essentiellement, moi, ce que j'ai compris de ça, là, c'est que bon, il y a des outils qui existent sur le marché, là, qui, un petit peu de façon magique, là, vont gérer ça. Dans l'autre livre, il semblait pas être. Il semblait dire qu'il y a beaucoup d'inconvénients à utiliser ces genres d'outils-là pour faire du aspect-oriented programming. Puis ce qu'il expliquait, c'est qu'à la base, l'aspect-oriented programming, c'est juste utiliser des proxys puis des decorators. C'est vraiment juste ça. C'est ça. Sauf qu'il y a des outils qui font que ça se fait un peu automatiquement, si on veut, avec quelques configs puis tout ça. Bon, là, ça se fait un petit peu behind the scenes, en arrière-plan, puis t'as pas besoin de trop t'en occuper. Mais il y a des gros désavantages à ça. Il y a certains avantages, mais aussi beaucoup de gros désavantages. On pourra peut-être en discuter plus précisément si on passe à travers cet autre livre-là. Là. Mais à la base, si tu veux faire du aspect-oriented programming, puis tu veux dealer avec tes cross-cutting concerns, ouais, il y a beaucoup de, ouais, c'est ça. Mais bon, tout simplement d'introduire des proxys ou des decorators. Et de le faire dans ton main, dans ton startup, là, hein, l'endroit où tu peux faire un grand bout de chemin avec ça. Puis ça peut se faire d'une façon qui est très clean, là, puis très, très, très bonne. Naturellement, comme lui, il utilise, là, il parle de certains frameworks Java pour faire ces choses-là. Mais je pense qu'on est d'accord tous les deux pour dire que c'est une bonne pratique d'avoir des entities. Lui, il parle des POJO, là, plain old Java Object, qui sont essentiellement des entities. C'est des classes qui ne dépendent pas de d'autres classes, qui n'ont pas de annotation, qui n'ont pas de... Bon, c'est ce qui représente tes entities dans ton application. Ça, tu n'as pas besoin d'avoir Java pour programmer de cette façon-là. Mais ce qui explique, c'est que si tu utilises ça, ça te donne la flexibilité nécessaire pour avoir des systèmes qui sont pas couplés. Mais je pense que une des tu me parles de tout ça, puis il y a un concept qu'on parle peut-être pas suffisamment ou peut-être qu'on oublie, c'est que la programmation en général, en OO, je veux dire, pas la programmation générale, mais plus le Object-Oriented Programming, c'est en soi un principe d'encapsulation où tu vas encapsuler des objets dans des objets dans des objets, puis à chaque fois, tu vas essayer d'exposer dans le niveau plus élevé seulement ce qui est important par rapport au contexte, au niveau d'abstraction dans lequel tu es présentement. Puis, ce qui arrive, c'est que des fois, au lieu d'encapsuler pour utiliser seulement ce qu'on a besoin, des fois, on a tendance à juste aller le chercher rapidement. Tu sais, je pense à des librairies, par exemple, comme RX. T'as la version JS, mais dans tous les autres langages. T'as, mettons, chez GNU en C#, la manipulation JavaScript JSON est faite souvent par un outil qui s'appelle Newtonsoft. Bon, il y en existe d'autres, c'est vraiment pas le seul, mais c'est un qui va assez bien. Même, mettons, des systèmes de logging, on aime bien utiliser Serilog. Tu sais, puis là, je nomme des noms, mais ça a plus ou moins de valeur parce que tous ces noms-là pourraient être remplacés, mais pas être remplaçables, faut les encapsuler. Faut se créer des sortes de wrappers. Puis c'est en quelque sorte, ce genre d'encapsulation-là, dans le code, on le nommera pas proxy, mais c'est en quelque sorte un genre de proxy parce qu'on est en train de transférer
une manière de faire via un canal qui fait juste qu'est-ce qu'il y a besoin puis qui nous retourne le résultat sans avoir à se poser la question de ça a passé par quel sous-système cette histoire-là. Mais l'encapsulation devrait se faire dans le main, dans le dependency injection, pour que le reste du temps, on n'ait pas à se poser la question c'est quoi qui traite ma demande en arrière? Puis d'utiliser directement Newtonsoft à un endroit, ça devrait être proscrit. On devrait plutôt mettre Newtonsoft à l'intérieur d'un wrapper. Je souhaite pas de mal à personne, mais si jamais les créateurs de Newtonsoft prennent l'avion puis ça crash, j'aimerais bien être capable d'avoir une façon de me débrouiller pour continuer à maintenir mon application. Si c'est pas abstrait, c'est peut-être le début de la fin de cette application-là. Si c'est bien abstrait, je peux peut-être juste remplacer l'implémentation de mon abstraction puis continuer à avoir une application qui fonctionne bien. Ça facilite à long terme la maintenance aussi. Si les outils évoluent, ils upgrade en version ou peu importe. Si jamais les nouvelles versions font plus ce que j'ai de besoin, ben encore une fois, je peux swapper. Fait puis ça va directement dans l'objectif d'une ville ou d'un village, c'est pas jetable. Et ça va évoluer. Donc, on va enlever des morceaux, on va en mettre des nouveaux. Puis, ouais. C'est intéressant, ce concept-là. Il y a beaucoup de, en tout cas, moi, je constate qu'il y a beaucoup de développeurs qui ont un peu de réticence avec ce concept-là. Parce que l'idée d'aller chercher des librairies externes, c'est de te sauver du temps. Puis, bon, là, tu dis, ça a déjà été développé, testé par quelqu'un, ça fait ce que ça a besoin de faire. Pourquoi est-ce que je peux pas juste dépendre directement de ça dans mon code un peu partout, puis de traiter ça un peu comme faisant partie du langage, si on veut. Puis c'est sûr que dans l'immédiat, c'est ce qu'il y a de plus simple, là, à faire ça. Puis là, souvent, quand tu commences à parler, oui, mais bon, ça serait mieux là, de wrapper ça, comme tu as dit, utiliser appelle ça comme tu veux, là, c'est toute l'idée, c'est tout de wrapper, que ce soit un proxy, un adapteur, une façade, whatever. Puis là, ils sont, oui, mais là, c'est quoi les chances qu'on veuille changer notre librairie de logging ou de gestion de JSON comme tu as donné? C'est vrai que les chances sont faibles que quoi que ça peut arriver, là, mais c'est pas très, très probable qu'à court terme, tu vas changer ça. Moi, j'ai un exemple suffisamment grand de données, puis je vais te le donner tout de suite après pour convaincre quelques personnes de faire. C'est bon, parfait. Mais l'affaire, c'est que moi, je trouve que c'est pas la première raison, comme de wrapper ça, que tu veux possiblement, en tout cas, c'en est une bonne, hein, possiblement changer, tu as cette flexibilité-là. Mais l'exemple que toi, ou la situation dont tu as parlé, elle est bien réelle, où est-ce que les gens qui maintiennent la librairie que tu utilises, là, le package que tu utilises en ce moment, s'ils décident du jour au lendemain que ça leur tente plus de la maintenir, ou, comme tu dis, leur arrive quelque chose, là, puis ils sont plus en mesure parce qu'ils n'existent plus. On ne souhaite pas ça à personne, comme tu as dit, mais ça peut arriver, ça arrive, ces choses-là. Là, ce qui arrive, c'est que, OK, à court terme, tu peux continuer d'utiliser cette librairie-là, même s'il n'y a plus personne qui la maintient, puis tout ça. Mais les autres librairies puis frameworks que tu utilises, eux autres, ils continuent d'évoluer. Ton langage continue d'évoluer. Tu fais des updates. Puis à un moment donné, il va arriver un moment où, oups, la version de la librairie X là, qui est plus maintenue, conflit, là, ça fonctionne plus. Fait que là, tu as deux choix. Ou simplement des failles de sécurité. En plus, oui, c'est un autre exemple. Oui, voir ça, il y a tellement d'exemples, ça évolue tellement rapidement qu'on ne doit jamais sous-entendre qu'une librairie va être éternelle. Une implémentation ne sera jamais finale. Fait que pour n'importe quel système dont on a l'espoir qu'il va vivre plus que 6 mois, là, les librairies externes, il faut vraiment sérieusement penser à les wrapper. Comme tu dis, c'est vraiment une bonne pratique pour plusieurs raisons. L'exemple que je voulais te donner tantôt, j'ai dans mon ancien emploi, à un moment donné, on a décidé dans les choix de design. Puis là, je vais peut-être m'attaquer un petit peu à Microsoft dans mon histoire, mais je vais pas dire comment je me sentais. Je vais juste dire que qu'est-ce qu'on a décidé de faire.
On avait un système qu'on a décidé de bâtir sur les bases de MS SQL, une base de données très puissante avec toutes les fonctionnalités qu'on peut s'attendre d'une base de données SQL, même plus, très solide, rien à dire, scalable, comme c'est vraiment un type de base de données qu'un développeur peut apprécier et utiliser. On bâtit un méga système là-dessus. On parle de plus de millions de dollars sur plusieurs années. Une grosse base de clients des usines partout au Canada, aux États-Unis qui utilisent le système. Vraiment là comme un beau produit qu'on vend à grande échelle. Puis, veut pas, avec le temps, les bases de données grossissent, etc. À un moment donné, on tombe à... il y a un client qui a réussi à remplir la BD de plus de 10 gigs dedans. Puis nous, dans ce moment-là, quand on avait designé le système, on s'était dit hey, si on se rend 10 gigs, pour vrai, c'est un client qui est avec nous depuis 15 ans, puis que... Non, c'était un client que ça faisait 4 ans qu'il était avec nous autres, mais il utilisait tellement le système que il avait rempli la BD là, en temps de le dire. Fait que là, on cherche, puis là, le système il est crashé. Puis évidemment, il y en a de besoin pour hier parce que là, il est plus capable de se connecter, ça plante, etc. Fait que là, il donne une solution là, maintenant. Fait que là, parfait. On regarde comment ça fonctionne. On finit par comprendre que la version essentielle, pas essentielle, je m'appelle plus comment ça s'appelle, Express de Microsoft, qui est gratuite. Il n'y a pas de problème. Jusqu'à 10 gigs. Puis rendu à 10 gigs, il faut un autre type de licence. Bon, parfait. On commence à explorer les licences. La licence qu'on avait besoin, je pense que c'était une licence standard, ça fonctionnait par processeur. Donc, c'était une licence qui coûtait X dollars par processeur. Si je me rappelle bien, puis là, je veux pas ramener quoi que ce soit en erreur, là, mais je m'appelle bien, c'était 5 000 $ par cœur qui était sur le PC où la BD était. Le serveur qu'on avait pour ce client-là, c'était un serveur avec 32 cœurs. Fait que 32 fois 5 000, fait un petit calcul, on n'était pas capable de se le permettre. Fait qu'on était un peu en mode panique, puis on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Puis à ce moment-là, on n'avait pas créé le niveau d'abstraction entre la base de données puis la façon qui était utilisée dans le code. Fait que ça a fait en sorte qu'on avait une dépendance qui était ultra liée à ce système-là précisément. Finalement, ce qu'on a fait, c'est que pour le prix que ça allait nous coûter, on s'est dit on va se faire un projet d'amélioration sur 1 mois et demi. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé une façon d'archiver une partie des données temporairement pour que le client puisse l'utiliser. Puis après ça, on va ramener les anciennes données pour qu'il ait encore accès. Mais là, il a fallu qu'on crée le système d'abstraction, puis je vous assure que ça n'a pas été un plaisir. Ça a été même, je dirais, une expérience spéciale. Mais on a dû créer un niveau d'abstraction au niveau de tout le système au grand complet, faire le tour du système au complet pour créer ce niveau d'abstraction-là. Puis en arrière, on a implémenté cette abstraction-là par MySQL. On a fait un gros convertisseur de données qui a transféré toutes les données de notre ancien BD vers MySQL. Puis on s'est ramassé à être capable de scaler à 15-20 gigs avec MySQL sans problème, puis surtout sans coût additionnel. Puis là, dans ce cas-ci, là, c'était pas que le système était plus maintenu, c'était pas que il était outdated, c'était pas que le développeur avait disparu. Clairement, Microsoft n'est pas disparu. Il y a un paquet d'éléments là-dedans, mais surtout, si ça aurait été quoi les efforts pour nous de le faire dès le départ? Probablement beaucoup moins que les efforts qu'il a fallu qu'on déploie au moment où c'était rendu critique. En plus d'être stressant parce qu'il fallait qu'on réponde rapidement, en plus qu'on pouvait pas mettre nos développeurs juniors là-dessus, fallait mettre les développeurs avec l'expérience. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, OK, oui, peut-être qu'on n'aura jamais de besoin, mais c'est quoi l'effort de juste le faire pendant que tu es dedans,
Puis après ça, d'avoir l'esprit tranquille que peu importe ce qui va arriver, si ça l'arrive, je pense que les coûts, si on fait les coûts-bénéfices, là, je pense que c'est une assurance que je suis prêt à prendre. Oui. Et puis c'est intéressant parce que ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on disait un peu précédemment, de pas bâtir des systèmes aujourd'hui qui vont peut-être juste nous servir dans un futur qui arrivera jamais, là. Mais pour ce qui est de certaines abstractions et de ce qui nous aide à séparer nos systèmes ensemble, l'investissement est souvent ça vaut la peine. Tu sais. Ça, c'est le genre d'exemple que tu me donnes. C'est vrai, ce genre de situation-là où est-ce que ça fait du sens là, de prendre un petit peu plus de temps. En fait, ça demande pas beaucoup plus d'efforts. Là. De dire, OK, on doit aller chercher des données dans une BD. On va pas le faire directement. On va se faire une couche entre les deux avec une interface. C'est pas super demandant, là. Puis si tu veux, tu sais, si on revient juste à un ou deux chapitres avant, je pense le chapitre 9, les unit tests, de toute façon, pour que ça soit unit testable, t'as pas le choix de créer ces niveaux d'abstraction-là anyway. Ouais. Puis ces niveaux d'abstraction-là, on s'entend-tu que ton wrapper, là, ou peu importe comment tu l'appelles, ton proxy ou l'outil pour on va l'appeler le wrapper carrément. Si ton wrapper, tu fais un wrapper par-dessus une librairie, on s'entend-tu que tu vas pas implémenter tous les appels de la librairie, là? Non, tu vas implémenter peut-être les 4 que tu utilises ou les 5, puis quand tu auras besoin du 6e, tu l'implémenteras le 6e. Exact. Mais déjà, en partant, t'évites que quelqu'un, admettons pour Newtonsoft, utilise l'objet qui permet de sérialiser. Puis là, quand il clique sur point pour voir les propositions, il y a 400 méthodes disponibles. Il sait même pas laquelle il a besoin. Il a besoin lui-même d'avoir à relire la librairie au complet versus si toi, tu as fait le wrapping. Quand il utilise ton wrapper, il clique, il y a 4 méthodes, puis il sait que c'est les 4 qui ont été implémentées. Oui, tu vois, en plus, ça a l'avantage de respecter le Interface Segregation Principle, ISP, là, de solide. Pourquoi est-ce que j'ai accès à 68 méthodes quand j'ai besoin de juste 2? C'est juste de ces deux-là je sers. Pourquoi tu me donnes accès à tout ça? Là? Tu me donnes les armes pour que je me tire dans le pied. Là. C'est vraiment ça. Très bonne image. Ah ouais, tu vois, il y a une des sections dans le chapitre, là, on arrive vers la fin où on parle de optimize decision making, optimiser les prises de décision. Puis moi, j'ai souligné, on dit, we often forget that it is also best to postpone decisions until the last possible moment. Alors, on oublie souvent que c'est souvent la meilleure chose à faire, c'est de remettre à plus tard la prise de décision, jusqu'au dernier moment possible. Et il explique que c'est pas être paresseux ou irresponsable, c'est juste que de prendre les décisions trop tôt, tu prends des mauvaises décisions parce que tu n'as pas toute l'information. Tu n'as pas encore une bonne compréhension de tes besoins, de l'interaction entre différents systèmes, peu importe. Alors, c'est sage d'attendre jusqu'à la dernière minute, si on veut, pour prendre certaines décisions architecturales. Et un exemple de ça, le choix d'une base de données. Hein, tu es en train de développer un système, tu sais que tu vas devoir conserver de façon persistante là, des données, base de données probablement. Là. Mais est-ce que tu as besoin de savoir quelle base de données tu vas utiliser pour pouvoir développer ta logique puis le cœur de ton application? Non. Non, tu n'as pas besoin. Alors, qu'est-ce qui serait intelligent de faire? Ben, tu te fais une interface, tu codes ta logique, toutes ces choses-là. Tu prends pour acquis que tu vas communiquer avec ta BD avec telle méthode que tu choisis toi-même pour faciliter l'interaction avec ton application, tes besoins à toi, et non te conformer à la vision que le gars qui a conçu de la BD ou peu importe laquelle tu utilises. Là, une fois que ça c'est fait, puis là, tu es rendu où est-ce que, OK, là, pour progresser, on a vraiment besoin d'une BD. Mais là, tu as déjà une bonne partie de ton application de développer, tes systèmes, tu comprends comment ça fonctionne. Fait que là, tu peux faire un choix de BD qui prend tes réels besoins. C'est ça. Puis ça, j'ai pris une BD comme exemple, mais ça s'applique à n'importe quel autre c'est drôle, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui commencent avec la BD. Alors, je vais créer la BD, puis là, je vais monter mon app par-dessus. Ouais.
mais au final, l'app est faite pour utiliser, fait que tu devrais partir de l'utilisation puis descendre vers le c'est cœur de vraiment ça. l'application. Ouais, partir des use cases puis aller à partir de ça. Fait Même que je trouvais que l'exemple, c'était bien. je sais qu'on n'a pas parlé dans le podcast, ou du moins si on en a parlé, on l'a effleuré, mais l'exemple que tu me disais qu'il y avait moi personnellement, je n'ai jamais utilisé, mais le langage Cucumber Oui. pour des genres de tests, mais plus pour les chargés de projet ou pour les managers, là, pour Mm-hmm. les product owners. Mais ça revient à ça, c'est de dire c'est les use cases qui nous intéressent. On fait pas de la programmation. Ben, non, c'est pas vrai. On peut faire de la programmation parce qu'on a juste du plaisir à faire des choses chez nous, quand j'ai du fun, justement pour se challenger à progresser. Mm-hmm. Mais dans le contexte professionnel où on a un besoin à répondre, c'est le besoin qui va driver toutes les décisions en arrière. Pas ce que tu as envie de faire, mais ce que le client nous a demandé que ça fasse. Après ça, c'est sûr qu'on a tout le temps une zone de liberté là, où la manière de l'implémenter, on peut se laisser aller un peu, là, mais reste que peu importe qu'est-ce qu'on décide de faire, il faut tout le temps avoir une petite voix qui dit « OK, c'est quoi que je suis en train d'essayer d'accomplir? » Ouais, effectivement. C'est comme si, je sais pas moi, le gars d'électricité, on dit « OK, on va passer des poteaux là, je sais pas moi, du Grand Nord jusqu'à notre métropole, par exemple. » Puis là, le gars, pendant qu'il est en train de construire ses pylônes, il dit « Aïe, man, moi, je vais me faire un pylône 4 fois plus grand que on n'a jamais fait, puis on va mettre des fils 4 fois plus épais, puis on va faire des tests, voir si l'électricité passe plus. » Puis non, comme ça, tu feras ça dans le laboratoire. Tu essaieras des affaires. Mais là, on construit un fil du Grand Nord jusqu'à la métropole, puis c'est ça le standard. Là. Comme, essaye pas de réinventer la roue pendant qu'on est en train de le faire. Là. Ouais. Bon point. Alors, Nicolas, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais faire ressortir de ce chapitre-là? Parce que je pense qu'on arrive pas mal à la fin du chapitre, puis au temps qu'on avait prévu. Là. Je m'étais marqué 2 notes à page 167 puis 168. Laisse-moi 2 petites secondes. Project ici, non, attends. Je m'étais marqué il y avait une abréviation, le DSL. Le BDOF, le Building Architect. Ah! Non, excuse. Oui. Le Big Design Upfront. Oui, ouais, c'est ça. C'est pas nécessaire. Ouais, on en a parlé pas mal, excuse-moi. Je sais pas pourquoi j'avais l'impression qu'on n'avait pas parlé. Bon, on n'avait juste pas utilisé l'expression qu'ils utilisent, mais oui, c'est ça. Hein, de tout planifier à l'avance, là, puis après ça, de partir puis d'essayer d'implémenter ça. C'est le concept du waterfall, un peu, là, qu'on commence pas mal à tout comprendre que c'est pas. Non, pour vrai, c'est rarement la meilleure façon de faire. Ouais. Mais sincèrement, c'est le genre de chapitre, là, le 11, là, pour moi, c'est le genre de chapitre que dorénavant, si je peux dire ça comme ça, quand je vais faire face à soit un développeur ou à un product owner ou à peu importe qui essaye d'over-designer puis de penser à toutes les affaires, là, je pense que je m'ostinerai même pas. Je vais y envoyer le livre. Lis chapitre 11, on se reparle après. C'est bon. Ah oui, c'est vrai. Mais ça revient tout au même. En fait, là, la semaine, le prochain podcast va être intéressant. On va examiner le chapitre 12, émergence. Ça revient tout à quelques petits principes centrales. Puis ça tourne beaucoup autour des principes solides, je te dirais. Si tu essaies de maintenir ça dans tous les niveaux d'abstraction de ton développement de logiciel, tu vas te retrouver avec quelque chose qui est relativement facile à maintenir, qui compte tes besoins, qui va avoir été développé à un coût raisonnable, relativement optimal, là, si on veut. En tout cas, on va garder ça pour la semaine prochaine, mais le chapitre 12, émergence, dans le fond, il donne une coupe de règles, de principes là, à garder en tête comme tu fais ton développement et que tu progresses, qui vont faire qu'il y a un bon design qui va émerger
par lui-même, si on veut, sans que tu aies besoin à faire une incroyable planification complexe là, de tout. Mais bon, on garde ça pour la semaine prochaine, parce que sans ça, on va repartir pour... Un gros merci, Nicolas. Ça a été bien intéressant de jaser avec toi de tous ces concepts-là. C'est toujours un plaisir. Je pense que je commence à faire partie des meubles là, à force de oui, écoute, moi, je te trouve agréable là, comme invité. Alors, je continue. Puis, je pense qu'on va ressortir des bons points. J'espère que nos auditeurs en profitent également. Alors, on se revoit la semaine prochaine, dans 2 semaines, c'est-à-dire, les sorts de 2 semaines, pour l'examen du chapitre 12, Émergence. À la prochaine.